Nos invités, ils sont bien là et nous sommes très heureux de les retrouver ce matin. Donc c'est la société Obsidian, voilà, Solutions. Donc c'est vrai que mon anglais n'est pas superbe, mais bon, je suis très content de vous recevoir. Donc nous recevons aujourd'hui monsieur Jean-Yves Bonner, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour Mario. Voilà, et je reçois aussi Anissé Zadik, qu'on a eu l'occasion de recevoir. Bonjour, bienvenue. Bonsoir, bonjour à tous. Voilà, pas de problème. Donc aujourd'hui, je crois qu'il manque ton micro, il n'y a pas de souci, c'est le troisième, ok, pas de problème. Donc ce matin, nous allons parler donc de cette société donc, qui s'appelle Obsidian Solutions. Voilà, une société fondée par Flora Eliazor, c'est bien ça? Alors, fondé par Flora Eliazor, Anissé Zadik et moi-même. Voilà, et vous tous les trois. Alors moi j'étais très étonné, justement en parcourant un petit peu vos différents domaines d'intervention au niveau de cette société, et j'avoue que j'étais particulièrement surpris de savoir qu'une société comme celle-là existait à la Martinique. Donc ça tombe bien, on va partager ces informations avec les auditeurs de la radio. Donc dans un premier temps, on va dire quelques mots déjà sur... On voit déjà le mot solution dans la société. Donc en quelque part, c'est vrai que vous apportez des solutions, etc. Donc, dans un premier temps, on va présenter l'entreprise. Qui est-ce qui s'en charge? Je commence? Ouais, très bien. Bon, alors du coup, Obsidian Solutions, c'est donc une société fondée par trois personnes associées, et le but, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de résilience organisationnelle. En quelques mots, pour résumer la démarche, c'est d'apprendre aux entreprises et aux organisations de façon plus générale de la région Caraïbes à anticiper, à s'adapter et à rebondir après les différents chocs qui pourraient survenir dans leur vie d'entreprise. Donc le but, c'est de développer cette résilience organisationnelle pour réagir face aux chocs. Et donc forcément, on va adresser tous les types de chocs. Les chocs étant multiples sous nos latitudes, donc bien évidemment les gens penseront spontanément au risque naturel, majeur, tout ça, exactement. Ouais. Mais ça ne s'arrête pas là. On aborde aussi tout ce qui est risque réglementaire, tout ce qui est risque socio-économique, etc. L'idée étant du coup d'aborder les choses de façon au niveau et stratégique, donc du coup transversal, et c'est pour ça qu'on est trois, parce qu'il faut une certaine pluridisciplinarité pour pouvoir assurer cet accompagnement-là. Alors, je suppose que ça part d'un constat où les entreprises ont cette problématique, je pense, ou n'ont pas le temps de s'en occuper. Oui. Alors, en fait, la réflexion a débuté, en ce qui me concerne, depuis les événements de 2009. On se souvient bien de la crise donc, qui avait paralysé l'île pendant 38 jours et qui, en fait, a eu des conséquences économiques sur un certain nombre d'entreprises. Et puis, donc, la réflexion s'est poursuivie après avoir côtoyé de très près un certain nombre d'événements météorologiques majeurs, des catastrophes naturelles, et qui est donc à accélérer un petit peu la réflexion et a conduit à la création de cette société pour offrir justement des solutions aux entreprises. Alors, vous intervenez plutôt en amont ou après, ou les deux? Alors, l'intervention se fait donc principalement en amont. On souhaite qu'elle se fasse majoritairement en amont, l'idée étant de se préparer et de s'adapter avant que le choc n'arrive. Mais bien entendu, nous intervenons à partir du moment où le choc arrive, puisque de toutes les façons, l'impact ne sera jamais neutre sur l'activité de l'entreprise. Donc, il y a forcément un accompagnement à faire et qui peut s'étaler sur la durée. Quand on parle d'accompagnement, c'est vrai que ça s'adresse principalement aux entreprises, mais quels sont les outils justement que vous mettez en place auprès de vos clients? Alors, l'idée déjà, c'est en accompagnant le client de faire une sorte de diagnostic des vulnérabilités auxquelles sa structure doit faire face, en fait, doit apprendre à faire face. L'idée derrière, c'est de voir toutes les faiblesses que peuvent avoir cette entreprise-là face aux différentes vulnérabilités auxquelles elle peut être sujette. Et derrière, le but, c'est, et vous posiez cette question-là tout à l'heure, quelle est l'importance du mot solutions? Le but, c'est d'apporter des solutions concrètes et donc du coup de chiffrer ces solutions-là à mettre en place pour pouvoir finalement augmenter le niveau de résilience des organisations. Et donc du coup, à chaque fois, il y a un arbitrage à faire entre combien ça me coûte de ne pas le faire s'il m'arrive quelque chose et combien ça me coûte de le faire. Donc en fait, finalement, dans la démarche qu'on propose et dans la méthodologie qu'on déploie chez les clients, le but c'est de prioriser
également les choses à mettre en œuvre, parce que à chaque fois qu'on va faire un diagnostic, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place pour augmenter la résilience de l'organisation, mais tout ne peut pas être fait en même temps et d'un coup. Donc après, il faut planifier, prioriser et puis y aller petit à petit. Donc la résilience, c'est bien une démarche et c'est pour ça que ça s'inscrit dans la durée. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas du jetable, c'est pas du consommable. C'est quelque chose qui s'étale dans la durée et qui doit être en plus être actualisé au fil de l'eau. Je vois qu'il y a des mots comme anticiper, s'adapter, rebondir. Donc anticiper, c'est la phase de préparation dont on parlait. Et puis s'adapter, c'est-à-dire les outils, bien sûr, que vous mettez aussi à disposition, si je comprends bien, au niveau des entreprises. J'arrive, je complète. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, on revoit en fait cette temporalité-là, c'est-à-dire que anticiper, c'est ce qu'on fait avant que le choc arrive, et s'adapter ou rebondir, c'est ce qui va se passer après les premiers jours ou les premières semaines, tout de suite après le choc. Donc c'est deux phases qui sont différentes. Il y a à la fois le mot anticiper qui donne le niveau de préparation, et finalement s'adapter et rebondir, c'est quand l'événement est survenu, qu'est-ce que je fais après et comment je me relève. Voilà. Il y a un mot où je me suis arrêté dessus, c'est la résilience organisationnelle. Donc ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire il y a un événement qui arrive, on n'a pas le choix, il faut faire face. Est-ce que c'est un petit peu ça? Alors de toute façon, ce qui est certain, c'est que les chocs vont se présenter. Après, la réponse sera en fonction de la préparation donc, que cette entreprise aura pu mettre en œuvre, donc en amont, et puis au mécanisme qu'elle a pu élaborer pour pouvoir rebondir. Et le rebond, c'est la capacité de l'entreprise à reprendre une activité au moins normale après un choc. Et c'est souvent là que le bas blesse, parce que on s'aperçoit que et les crises récentes, alors pour ne rien cacher, donc moi j'ai une activité professionnelle également à la Dominique, donc je suis particulièrement sensibilisé à cette question par rapport aux événements de l'année dernière. Vous avez suffisamment de recul par rapport à tout ça. Oui, donc il y avait déjà eu Erika en 2015. J'ai beaucoup aussi échangé avec des amis sur l'île de Montserrat. Voilà, qui a connu en 95 une éruption volcanique qui a affecté l'ensemble du territoire. Donc tous ces événements montrent que les économies insulaires en fait comportent des parts de fragilité au niveau des entreprises elles-mêmes, mais de manière plus insidieuse au niveau des filières et au niveau de l'ensemble du territoire. Et l'action, alors, doit se faire au niveau de l'entreprise elle-même, mais il y a une action qui est très importante à faire au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau plus global, au niveau des filières et au niveau du territoire en lui-même. Quand vous parlez des filières, cela sous-entend qu'elles devront faire face ou aider. J'essaie de comprendre concrètement de quoi il s'agit. Concrètement, de quoi il s'agit. Nous sommes dans nos économies insulaires, dans des écosystèmes d'entreprises qui sont relativement dépendantes les unes des autres. Alors déjà, elles ne sont pas nombreuses. Donc, effectivement, la défaillance d'un acteur, et souvent on l'évalue mal, la défaillance d'un acteur peut entraîner la défaillance d'autres acteurs. Et c'est toute cette chaîne et ces liaisons qu'il faut pouvoir stratégiquement analyser de manière à mettre en place des solutions, je dirais, qui deviennent des solutions A, qui ne sont plus des solutions B, parce que c'est effectivement ce qu'il faut faire, de manière à ce que si jamais un choc arrive et qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui disparaissent, que la vie puisse continuer et que la vie de l'entreprise puisse continuer et que l'activité puisse se poursuivre. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que les entreprises sont bien sensibilisées à ce genre de problématiques? Moi je découvre en discutant avec vous qu'il y a des questions qu'il faut réellement se poser finalement. Alors, pour reprendre un exemple qui va à la fois faire écho à ce que Jean-Yves disait et à votre question actuelle, finalement à la Dominique, quand on discute, vous aurez peut-être le temps d'échanger plus longuement avec Jean-Yves, mais il vous parlera par exemple de l'effondrement démographique, le mini-choc démographique qu'a subi la Dominique après les événements de 2017. Il y a plus de 20 000 habitants qui ont quitté le territoire, donc à l'échelle d'une filière, voire même à l'échelle
du territoire. Et quand on réfléchit aux conséquences pour une entreprise donnée, un anéantissement complet, pratiquement de l'économie. En termes de stratégie, tout change. La question, c'est du coup de se poser les questions suivantes. Quelle est la cible? Enfin, quelles sont ces personnes qui ont bougé? Est-ce qu'elles faisaient partie de mes clients? Est-ce que ça va impacter du coup mon chiffre d'affaires? Si elles sont parties, quels sont les nouveaux clients potentiels sur l'île? Est-ce que je dois réadapter à la fois mes biens et mes services pour pouvoir adresser la population restée sur le territoire? Donc on voit très bien en fait que sur des exemples bien concrets qu'il y a une réflexion à avoir. Et pour répondre à votre question, les entrepreneurs de façon générale n'ont pas toujours cette analyse-là parce que souvent ils sont focalisés dans le métier. Ils y mettent beaucoup de leur temps et de leur énergie. Ils n'ont pas le temps forcément de sortir la tête du guidon entre guillemets. Et nous, ce qu'on propose justement, c'est de leur donner cette visibilité-là et cet appui stratégique. Je pense que là, on a bien ciblé un petit peu de quoi il s'agit. Donc on parlait de filières, on parlait de... Donc ça voudrait dire qu'en quelque part, les entreprises, les unes que les autres, souvent, sont liées. Donc il suffit qu'il y ait une chaîne qui manque et là, on commence à avoir des soucis. Donc votre but, en quelque part, c'est d'intervenir, de trouver des solutions en amont, on va dire, au cas où une serait défaillante, de se dire, tiens, il y a ça comme solution. Je résume un petit peu, c'est un petit peu ça. Alors c'est un peu ça, il y a ça. Donc notre intervention au niveau des clients, c'est au niveau des entreprises principalement. Mais nous avons aussi, en tant que Martiniquais, que Caribéens, dans notre mission, une responsabilité qui est supérieure, c'est-à-dire de porter la réflexion au niveau du territoire. Et c'est une mission que nous avons acceptée, bien volontiers. Donc c'est pour ça que nous faisons aussi beaucoup de sensibilisation à un autre niveau qu'au niveau des entreprises, parce qu'on considère que plus le territoire sera lui-même prêt et résilient, plus individuellement chaque entreprise aura une chance de pouvoir continuer son activité de manière à peu près normale en cas de survenance d'un choc majeur. Alors, vous intervenez dans plein d'autres domaines encore. Je vois que la partie coaching, on en parle un petit peu. Je suppose que c'est un petit peu ce que vous faites aussi avec les entreprises. Il y a la partie qui est la partie ingénierie, si je peux dire, avec vous, Monsieur Zadig. Est-ce qu'on peut prendre quelques cas, justement, qu'on comprenne bien, puisque je crois que vous êtes 3 à intervenir, c'est bien? Alors, ça? La partie coaching appartient à Flora, donc qui est Eliazor, donc qui est coach professionnel et qui a, elle, son activité à part, mais qui, bien entendu, amène son expertise au sein du travail que nous faisons ensemble. Anissé donc a ses compétences d'ingénieur également, et moi-même mon expérience particulière dans un certain nombre de métiers, dans la Caraïbe d'ailleurs. Donc ce qu'on nous amène, c'est vraiment, et Anissé l'a souligné, c'est cette capacité à mettre au commun un certain nombre de compétences et d'expertise pour pouvoir couvrir un champ relativement large et stratégique pour les entreprises. Cependant, nous sommes tout à fait conscients qu'il y a de manière qu'il y a à côté de nous un certain nombre d'opérateurs qui existent et qui travaillent un peu sur ces sujets de manière souvent isolée, malheureusement, et bien entendu l'objectif est de faire appel aussi à ces ressources et à ces compétences qui existent dans le pays. Pour rebondir par rapport à ce que Jean-Yves est en train d'expliciter, c'est l'idée en fait, c'est que nos solutions, ce ne seront pas des solutions où on part de zéro en fait. On s'imagine plutôt comme des chefs d'orchestre travaillant en fait avec des entreprises et des prestataires qui proposent déjà des prestations ou des services ou des biens, mais pas sous le prisme de la résilience. Et souvent justement quand on est un chef d'entreprise ou un dirigeant, on veut se prémunir contre ce risque-là, et puis on prend un certain nombre de mesures et finalement qui sont inopérantes pour d'autres types de risques. Et ce qu'on veut, nous, c'est avoir une vision plus haut niveau et plus stratégique pour mettre en cohérence finalement tous ces biens, tous ces services, toutes ces prestations, tous ces prestataires autour en fait d'une démarche complète, cohérente et puis entière. Voilà.
Voilà, je crois qu'on saisit beaucoup mieux justement votre domaine d'intervention. À la Dominique, justement, puisque vous avez une activité aussi à la Dominique, je suppose que à la Dominique, vous avez eu le temps vraiment de voir un petit peu différents mécanismes, différents leviers, d'analyser un petit peu la situation. Qu'est-ce qu'il en ressort un petit peu? Alors, la Dominique a la particularité d'avoir subi à 2 années d'intervalle de catastrophes majeures. Ouais. Ça a été du coup difficile, je suppose. Du coup, extrêmement compliqué ouais. À tous les niveaux, hein, pour tous les opérateurs, que ce soit les opérateurs publics et aussi le secteur privé. C'est un formidable laboratoire de la résilience, puisque au sortir du 2e événement, donc Maria, en septembre de l'année dernière, le Premier ministre a donc lancé l'ensemble du pays sur une trajectoire de construction de cette résilience. Et depuis, c'est effectivement le leitmotiv des autorités et également des opérateurs privés et de la population, parce que ça a été effectivement deux expériences traumatisantes. Donc il y a des choses qui sont mises en place, des choses qui fonctionnent bien, des choses qui fonctionnent aujourd'hui un peu moins bien. L'économie reste extrêmement fragile, hein. Anissé a mentionné le fait que la population est aujourd'hui moins importante qu'elle ne l'était avant Maria. Donc tout ça a des implications. Il faut aussi donc rebâtir de l'infrastructure, donc dépenser de l'argent sur des choses qui sont des choses non productives. Ouais. Donc retrouver les ressources avec des rentrées fiscales pour le gouvernement qui sont moindres qu'avant, des entreprises qui essaient de se rebâtir comme elles peuvent. Alors malheureusement, il y a eu quand même pas mal de casses, donc beaucoup d'entreprises qui ont disparu. Est-ce que avec toutes les stratégies que vous mettez en place maintenant, il y a des choses qui auraient pu mieux se passer? Oui. Oui, il est clair que la préparation et l'adaptation en amont permettent de mieux s'en sortir. C'est-à-dire déjà en termes de délai, je suppose, pour pouvoir repartir, par exemple? Oui, cet aspect temps que vous signalez, Mario, est extrêmement important. Parce que plus on est capable de rebondir vite, mieux on a de chances de s'en sortir. En général, donc l'ennemi de la continuité d'activité, c'est vraiment le temps qui passe. Et ça, il faut que tout le monde en soit conscient. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles très rapidement, d'autres qui demandent des moyens, des ressources qui ne sont pas toujours disponibles et qu'il faut pouvoir mobiliser. Alors, moi j'ose prendre un thème. Hein. J'ai une entreprise. Une radio, par exemple. Ouais, par exemple. Mais bon, je pense plus à quelque chose de très important dont on peut manquer très rapidement. Je fabrique du sucre, par exemple. Voilà, je me trouve à la Martinique. Et puis, il y a un problème, je sais pas, c'est vrai que bon, on dira, d'accord, il y a la France à côté, on compte beaucoup, mais peut-être le temps d'acheminer. Et puis, il y a un manque de sucre, par exemple. Après un événement majeur. Donc ça voudrait dire que voilà un exemple, par exemple. Peut-être rebondir sur l'agro-industrie. Voilà. Sur l'agro-industrie, oui. L'agro-industrie, c'est un secteur assez particulier. Donc, il constitue la base du secteur manufacturier de l'ensemble des îles de la Caraïbe. Donc, c'est un secteur qui est particulièrement vulnérable parce qu'il mobilise des capitaux importants et qu'il est très vulnérable aux éléments climatiques. Le premier problème qui se pose, c'est la disparition instantanée des matières premières. C'est ça. Ouais. Okay, donc, ça veut dire que demain matin, il y a un événement majeur et qu'il n'y a plus de canne et que ça se passe à quelques mois avant le début de la récolte, ouais. Ça veut dire que notre usine du Galion ne pourra pas tourner pendant un moment. Donc ça, c'est le premier problème. Alors après, il y a des conséquences directes sur les planteurs, sur les gens qui transportent, sur les emplois. Ouais. Donc il y a beaucoup d'effets dominos dans ce genre d'événements. Après, est-ce que l'entreprise est capable de dire sur une saison entière, je n'ai pas de production, donc je n'ai plus de chiffre d'affaires, je n'ai plus de rentrée d'argent. Il y a la question des couvertures assurances qui se pose. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent être mis, qui ne sont pas obligatoires, qui peuvent être mis en place pour faciliter un petit peu la transition dans ces périodes de crise. Mais les stratégies où l'entreprise dépend à 100% de matières premières locales ont un intérêt, je dirais, marketing, mais
peuvent aussi comporter un certain nombre de risques par rapport aux menaces auxquelles on a à faire face. Je suppose qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails, puisqu'on ne va pas faire une expertise à la radio. Mais alors, oui. c'est vrai que pour quand même compléter ce qu'a dit Jean-Yves, en fait, quand il parle d'assurance ou bien aussi tout ce qui va être du ressort de catastrophes naturelles, de ce genre de choses-là qui permettent de déclencher un certain nombre de mécanismes, on accompagne aussi en fait sur les aspects, donc on va dire réglementaires, financiers, et puis au niveau du personnel humain aussi, parce que finalement, cette entreprise-là, si elle a pris un gros coup, il va falloir vraiment qu'il y ait une bonne confiance qui se soit bâtie entre les dirigeants finalement et les collaborateurs pour pouvoir rebondir plus efficacement. Et puis aussi la résilience a quand même c'est une démarche d'humilité dans le sens où on ne part pas du principe que retrouver un état initial, un état normal après un certain temps, c'est toujours possible en fait. Ça, c'est aussi en fait admettre que parfois la situation va changer. Le but, c'est quand on va souffrir, de pas souffrir et pas descendre trop bas pour pouvoir après plus facilement rebondir. Alors, c'est un accompagnement qui se fait en général sur quelle durée? Est-ce que c'est en continu? Est-ce que ça dépend des stratégies des entreprises, je suppose, ou des entreprises? Alors, ça va dépendre des tailles d'entreprise, des secteurs d'activité également, mais c'est un accompagnement qui se fait quand même sur une certaine durée, puisqu'il y a un certain nombre de mécanismes qui demandent qu'il y ait du travail qui soit fait avec le dirigeant, avec le personnel. Et puis, voilà, donc tout ne peut pas être traité en même temps. Il y a un certain nombre de priorités, comme Anis l'a signalé. Donc, c'est un accompagnement qui peut durer sur plusieurs années. Alors, un constat quand même sur la Martinique par rapport aux différentes interventions que vous avez pu faire. Est-ce qu'on a vraiment pris conscience des choses, de la mesure? Alors, le constat qu'on fait, c'est que nous ne sommes pas suffisamment préparés. Et je pense que c'est clair aux yeux de tout le monde. On en parle beaucoup maintenant. Et pourtant. Pourtant, on en parle. On parle du séisme, on parle des cyclones chaque année. Mais concrètement, il y a peu d'entreprises et d'organisations qui ont mis des choses en place, comme des simples plans de continuité d'activité, par exemple. Et il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui se sont lancées dans cette démarche. Donc, globalement, on peut dire que nous sommes quand même à risque si jamais malheur devait arriver. C'est vrai que certainement, votre intervention a certainement un coût, mais finalement, en cas de problème, on se rend compte qu'on a plutôt intérêt à investir un petit peu dans une démarche comme celle-là. Alors pour rebondir, parce que c'est pas que des coûts, c'est aussi un certain nombre de choses qu'on peut mettre en place en fait quand l'entreprise va bien et qui vont en fait augmenter sa productivité et voire même comme assurer des placements, des choses comme ça, les assurances. Ou par exemple, un minimum d'autonomie sur des aspects par exemple énergétiques quand c'est possible, ça permet aussi d'avoir une rémunération liée à la vente de la production électrique quand tout va bien. Et puis le jour où ça va mal, au moins on peut alimenter le matériel nécessaire. C'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ces aspects-là et pourtant... Voilà. Que ce soit au niveau du management, donc la transition managériale, que ce soit au niveau de la transition énergétique, que ce soit au niveau de la transition numérique. Par exemple, l'entreprise de Jean-Yves à la Dominique a pu rebondir assez rapidement parce qu'elle avait dématérialisé un certain nombre d'informations capitales. Et donc toutes ces transitions-là, finalement, doivent être envisagées sous le prisme de la résilience et c'est peut-être ça qui va permettre de leur donner plus de sens quand aujourd'hui on voit à quel point on a du mal à les faire, ces transitions-là. Alors, quel type d'entreprise peut demander vos services? Des entreprises de toute taille et de tout secteur. On sait bien que le tissu économique martiniquais est composé en grande majorité de TPE. Donc on veut vraiment pouvoir accompagner toutes les entreprises de tous les secteurs. Ça me paraît important puisque c'est une démarche globale qui vise à renforcer la capacité du territoire à faire face. Vous êtes situé où, votre entreprise? Comment on peut vous contacter? Alors, c'est... D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est Alors, il suffit de nous envoyer un mail parce que c'est vrai que nous, on travaille de façon totalement dématérialisée. Ouais. Donc, voilà. Ça aussi, c'est une stratégie qui est intéressante, finalement. Et donc, tout le monde peut nous contacter à contact@obsidian, donc ça s'écrit OBSIDIAN-solutions, solution au pluriel, finalement, .com. Voilà. Donc voilà, un numéro de téléphone éventuellement. Alors je donne le mien, c'est le 06 96 26 70 46.
Voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de cette petite demi-heure que nous avons passée ensemble. C'est vrai qu'on aurait pu aller un petit peu plus loin, c'est vrai, pour parler aussi de la Dominique, mais je pense qu'on prendra le temps de vous inviter une autre fois pour pouvoir en dire encore quelques mots, puisqu'on n'est pas entré dans les détails. C'est vrai que vous avez parlé de la démographie, etc. Je pense qu'il y a encore à dire, certainement. Il y a beaucoup à dire. En tout cas, nous remercions chaleureusement donc, Radio Sud-Est de nous avoir accueillis ce matin. Et on espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience. Et je remercie le rôle que les médias jouent dans cette prise de conscience, parce que, à titre personnel, j'ai vécu des choses assez graves, et je souhaiterais éviter que mon pays puisse les vivre. J'ose imaginer que vous avez pensé très fort à la Martinique. Tout à fait. Quand vous avez vu ça. Voilà. Un petit message. Merci à tous. Merci de nous avoir invités. Merci aux auditeurs de nous avoir écoutés ce matin. Et c'était un vrai plaisir. C'est nous. Et puis nous vous remercions. Bonne continuation. Et puis on espère que cette sensibilisation, que ces mots, tous ces mots ont pu peut-être éveiller des consciences justement auprès de la population. Donc cette vidéo sera disponible sur le Facebook. Donc pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'émission entièrement, donc vous allez pouvoir la voir d'ici quelques heures. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir.